Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Si vous êtes un fidèle justement de la chaîne, vous savez qu'une de mes mécaniques de jeu préférées, c'est le deck building. Comprenez par là le fait de construire son propre paquet de cartes à partir d'un paquet qui sera identique à tous les joueurs pour le rendre de plus en plus tactique, de plus en plus puissant, mais surtout de plus en plus efficace. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu et il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et ce jeu, c'est la Vallée des Marchands, la guilde des commerçants extraordinaires. La Vallée des Marchands, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30-45 minutes. Ici, pas de monstres à terrasser, pas de trésors à aller voler, ni de points forcément à accumuler. Non, ici, il faudra être le meilleur des marchands. Car nous sommes dans une époque de grande découverte où des objets fantastiques circulent entre les mains de plusieurs marchands de renom. Et on parle d'une guilde au cœur de la vallée qui dénombrerait les plus prestigieux d'entre eux. Et tous les ans est organisée dans la ville de Dale une compétition entre les marchands pour célébrer le meilleur d'entre eux à même de rejoindre cette assemblée légendaire. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc dans ce jeu, nous allons rencontrer des marchands d'univers bien différents, de peuplades, avec leur propre façon de commercer, de jouer, de vendre ou d'échanger les objets, et bien plus encore. Un deck building intelligent et compétitif. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous laisse vous installer confortablement pour profiter de cette petite vidéo où je reviens sur le matériel, sur les règles de jeu de base pour profiter et pouvoir commencer tranquillement à jouer à la Vallée des Marchands car sincèrement, c'est un petit jeu qui a plus de ressources qu'il en a l'air. Dans la Vallée des Marchands, les joueurs vont donc tenir le rôle de marchands qui étudient de nouvelles techniques de vente, échangent les biens et gèrent leur stock de produits. Ils vont devoir créer d'incroyables étals en posant des piles de cartes devant eux. Le premier a constitué 8 piles de cartes dont la valeur totale de chaque pile sera immédiatement supérieure à celle qui la précède, sera déclaré vainqueur et pourra accéder à la prestigieuse guilde. Et comme toujours, je vous propose un bref aperçu du matériel et on commence par la mise en place. Et on va commencer par choisir les peuplades avec lesquelles on va devoir jouer. Il en existe 6 au total, chacune avec ses propres cartes et ses propres spécificités. On retrouve pour commencer les aras écarlates brusques qui vont faciliter la gestion de sa main et qui est idéal je trouve pour débuter grâce à leur opportunisme et que les experts utiliseront à bon escient pour optimiser leur jeu. Les pandas géants négociants qui sont des amis proches des propriétaires des marchés et qui vont interagir facilement avec le plateau de marché. Idéal là aussi pour les débutants ou pour une partie un peu plus pacifique. Les ratons nordiques chapardeurs qui seront à choisir si vous souhaitez mettre un peu plus de tension dans la partie avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Les écureuils volants amasseurs qui vont permettre de construire les étals mais plus rapidement et de manière différente par leur capacité unique. Les ocelots chanceux qui pourront donner de sacrés coups de pouce si la chance d'aider est de votre côté. Et enfin les caméléons ténébreux adaptables qui sont là pour copier les capacités des autres peuplades pour varier les combos et qui demandent un peu plus de maîtrise pour pouvoir bien être utilisés. Et comme je vous le disais, on va choisir un nombre de peuplades selon le nombre de joueurs plus 1. Donc pour une partie à 4 par exemple, on va pouvoir débuter avec 5 peuplades sur les 6 présentes. Chaque joueur va recevoir une carte de valeur 1 de chaque peuplade en jeu et va compléter son paquet avec des cartes Camelot jusqu'à avoir un deck de départ de 10 cartes. Les cartes Camelot sont toutes identiques avec chacune une valeur de 1 et vont surtout servir à acheter d'autres cartes, mais il sera aussi intéressant de chercher peut-être à les défausser pour permettre d'avoir un deck plus compétitif. On va remettre dans la boîte toutes les autres cartes peuplades de valeur 1 restantes, on ne les utilisera pas pour la partie, puis on va mélanger le reste des cartes pour former la pioche du marché. Et cette pioche, on va la placer juste ici, à côté du marché. On va piocher les 5 premières cartes et les disposer sur ce fameux marché pour former le marché de départ. Et si on regarde la partie supérieure du plateau, on peut voir qu'il y a quelques chiffres inscrits juste au-dessus des cartes qu'on vient de poser.
Ces chiffres représentent un surcoût qui va simplement s'appliquer sur les cartes qui seront placées juste au-dessous. Alors que la carte la plus à droite coûtera autant que sa propre valeur, en allant vers la gauche, on va appliquer un surcoût de 1 jusqu'à plus 4 pour la carte la plus à gauche. Chaque joueur peut maintenant piocher 5 cartes de son propre paquet et ainsi former sa main de départ. Les tours de jeu vont s'articuler autour de 2 phases. La première, la phase d'action, pendant laquelle chacun leur tour, les joueurs vont faire une seule action parmi les 4 possibles. Et la deuxième phase, la phase de rangement, où on va simplement préparer le tour suivant. Et on commence donc par la première phase, la phase dite d'action. Et comme je viens juste de vous le dire, on va devoir réaliser une des 4 actions à sa disposition. Mais avant de voir un petit peu ces 4 actions, on va décortiquer ensemble les cartes pour voir ce qu'elles peuvent proposer. On retrouve ici la valeur de la carte. En dessous, l'icône de son peuple et parfois, on pourra retrouver, comme c'est le cas ici, une icône action plus 1, ce qui va donner la possibilité de faire une action supplémentaire si on joue la technique de la carte et on va voir ça tout à l'heure. En haut, on a le nom de la carte. Ensuite ici, le type de la carte. Ici, c'est une carte de technique justement, avec l'effet qu'on va faire si on décide de l'activer. Et encore en dessous, on retrouve une petite description de la carte, mais qui va en rien modifier le déroulement de la partie. C'est juste là pour mettre un peu plus de contexte. Voilà, je pense qu'il était vraiment important de voir comment se constitue une carte et de comprendre les différentes icônes, car vous allez le voir, et c'est un peu le cas dans tous les deck building, chaque carte va avoir une utilité différente selon la façon dont on va l'utiliser. Mais revenons tout de suite à nos fameuses actions. D'abord, on pourra faire une action de marché. En fait, on pourra tout simplement acheter une carte du marché à notre disposition en se défaussant de cartes de sa main d'une valeur totale au moins égale à la valeur de la carte qu'on souhaite acheter. Disons par exemple que je souhaite acheter cette carte Nouvelle Saison. Son coût normal est de 2, mais elle a un surcoût de plus 1, donc son coût est finalement de 3. Et je vais donc décider de me défausser de mes 3 cartes Camelot qui valent chacune 1 pour pouvoir l'acheter. Mais attention, car si vous êtes habitué des deck building, ici, la carte qu'on vient d'acheter, elle va pas aller dans la défausse, mais elle va aller directement dans notre main. Ce qui va être utile, il va falloir réfléchir à ça pour réaliser peut-être des actions qu'on souhaite appliquer directement au tour d'après. On pourra aussi choisir d'activer une technique d'une carte de notre main. Je vais alors dévoiler cette carte aux autres joueurs, je vais résoudre bien entendu son effet pour ensuite la défausser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est le cas ici, avec cette carte, si la carte possède une icône plus 1, je vais réaliser ensuite une autre action, pas forcément la même. Et là, bien sûr, attention, les combos. Et on a ensuite l'action étal. Et je vous le rappelle que le but de ce jeu, quand même, ça sera de constituer un étal de 8 piles avec des valeurs successivement croissantes. C'est-à-dire que la première pile devra avoir une valeur exacte de 1, la deuxième pile une valeur exacte de 2, etc. Et donc la dernière pile avoir une valeur de 8. Avec cette action, on va donc pouvoir constituer une de ces piles en posant devant soi n'importe quel nombre de cartes, mais attention, d'une seule et même peuplade pour constituer une seule pile. Je dis bien n'importe quel nombre de cartes parce que les cartes peuplades ont des valeurs comprises entre 1 et 5. Ce qui signifie, vous l'aurez donc deviné, que pour construire les dernières piles de son étal, il sera très probablement nécessaire de poser plusieurs cartes de la même peuplade. Et une autre règle importante pour le bon déroulement du jeu, on ne peut pas commencer une pile pour la terminer plus tard. Non, on devra obligatoirement la construire dans son intégralité avant de passer à la pile suivante. Et à noter que certaines cartes vont agir un peu comme des modificateurs de valeur, à l'instar du baratineur audacieux, avec lequel on va jouer un peu avec le hasard en jetant un dé et en ajoutant la valeur de ce dé à la valeur de la carte. Ou bien encore la carte réflexion qui possède un pouvoir passif, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être activé mais qui est valable quand on aura cette carte dans sa main et qui va permettre de copier la carte du dessus de la défausse d'un autre joueur et donc peut-être aussi d'utiliser sa technique ou alors sa valeur comme je vais le faire ici pour constituer ma 5e pile de mon étal en copiant cette carte d'un des autres joueurs. Donc oui, il faudra aussi faire attention à l'ordre d'utilisation de ses propres cartes et de celles qui va nous rester visibles dans notre défausse pour ne pas laisser les adversaires avec trop de possibilités. Rappelez-vous juste qu'on ne peut construire qu'un seul étal à la fois et avec la même peuplade pour chaque pile, sauf
avec certaines cartes, notamment celles du peuple des écureuils, qui vont venir modifier justement cette contrainte en permettant d'utiliser des cartes Camelot cette fois-ci, ou encore plusieurs peuplades pour constituer une pile par exemple. Et la dernière action, l'action d'inventaire, va nous permettre de tout simplement défausser autant de cartes de sa main qu'on le souhaite. Et une fois qu'on aura choisi de réaliser une action, on va passer maintenant à la deuxième phase, la phase de rangement. Et on va d'abord piocher des cartes dans son propre deck, encore une fois, pour repartir avec une main de 5 cartes. Puis, on va venir compléter les emplacements laissés vides au niveau du marché. Mais avant, on va déplacer toutes les cartes du marché vers la droite, ce qui va combler forcément les trous. Et on ajoutera une ou plusieurs cartes de la pioche principale sur les emplacements les plus à gauche cette fois-ci. Donc, les nouvelles cartes ainsi placées seront les plus chères à obtenir pour les prochains tours. Et lorsqu'un joueur aura construit sa dernière pile, sa 8e pile, la partie prend alors immédiatement fin et celui-ci sera déclaré vainqueur. La Vallée des Marchands, c'est donc un très très bon petit jeu de deck building, plutôt familial, où les parties vont pouvoir s'enchaîner, elles sont plutôt courtes, et ça va être idéal quand vous voulez pas que les parties forcément s'éternisent. Après, oui, il n'a pas la profondeur d'un Dominion ou d'un Earth's End, ni le côté exploration d'un Clank, mais dans sa catégorie, je le trouve vraiment pas mal, et en tout cas, on a vraiment beaucoup de plaisir à le sortir. Et surtout qu'il tourne vraiment très très bien à deux, où il faudra toujours avoir un œil, voire les deux toujours, sur son adversaire en face, car si celui-ci progresse dans la fabrication, dans la construction de son étal, il va falloir nous aussi ne pas se laisser déborder et rattraper ce petit retard, alors que nous peut-être on est en train de se consacrer à essayer de former le deck le plus efficace possible, à même d'enchaîner les étapes étales successivement pour gagner à la fin. Mais la grande force de ce jeu, je trouve, c'est sa modularité et c'est plutôt à 4 joueurs qui va révéler tout son potentiel. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'à 4, on va déjà commencer avec 5 des peuplades sur les 6 présentes, donc quasiment l'intégralité des peuplades et les possibilités vont être forcément décuplées. Et comme le jeu est finalement une sorte de course à celui qui va construire en premier son étal, on va toujours ressentir cette sorte de tension quand les autres vont avancer ou alors quand nous, on va essayer de prendre l'avantage. Et donc il y aura aussi forcément de la tension, des stratégies, des sacrifices dans le choix de ces actions. Entre construire, comme je vous le disais, une étape de construction de son étal pour ne pas laisser les adversaires prendre trop d'avantages ou pour essayer de les rattraper, et en se débarrassant à contre-cœur de cartes qui auraient pu nous être utiles pour la suite de la partie. Défausser des cartes de sa main, des cartes Camelot pour ainsi optimiser son propre deck, acheter une nouvelle carte puissante pour sa valeur ou bien encore pour sa technique. Donc oui, entre tension et sacrifice, on passe un petit peu par toutes les émotions et c'est ce qui fait, je trouve, la force de la Vallée des Marchands. Parlons des illustrations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, nous, personnellement, ici, on adore. C'est beau, c'est coloré, ça rentre parfaitement dans le thème, chaque marchand est parfaitement identifiable, le code couleur est vraiment très bien respecté, chaque peuplade va avoir donc comme je vous le disais des performances et des capacités différentes. On retrouve comme vous l'avez vu par exemple le thème des perroquets pirates pour les aras, on va retrouver les voleurs ratons laveurs en violet ou encore la capacité de réflexion, pas la réflexion je vais réfléchir, non, le fait de refléter une image ou la capacité de copier des cartes avec la peuplade des caméléons par exemple. On voit tout de suite où on doit en venir pour chaque peuplade, comment les utiliser et ça c'est vraiment très bien pensé. Et on adore tellement ce petit jeu et c'est le cas je pense de la plupart des joueurs parce qu'il est pas mal partagé en ce moment que le groupe que je forme avec les Ludiboys dont je fais partie, on a décidé tout simplement de lui décerner le prix du deuxième trimestre 2020, du meilleur jeu du deuxième trimestre 2020. Et soit dit en passant, c'est quand même un gage de qualité. Si, je vous assure. Et en parlant de qualité, justement, je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, vous allez vraiment vous y retrouver parce qu'il y a une grande rejouabilité, c'est beau, c'est pas très cher et vous allez vraiment prendre du plaisir à jouer à ce petit jeu, de le ressortir. Comme je vous disais, à 2 c'est déjà bien, à 4 on exploite vraiment les capacités, les possibilités de ce jeu. Même s'il y a quelques cartes, notamment je pense au peuple des caméléons, où les cartes de copier sont des fois un petit peu compliquées à comprendre, en tout cas à mettre en place. Il va y avoir peut-être des débats autour de la table, mais rien de bien méchant. Je vous le conseille pas pour débuter les premières parties, mais une fois que vous aurez maîtrisé un petit peu le jeu, alors là, pourquoi pas, et ça sera encore mieux. Et oui, derrière ce petit jeu tout mignon, en fait, il se cache un jeu d'une profondeur insoupçonnée et d'une grande richesse. Et je dois admettre que même moi, j'en ai été plutôt étonné. Et si vous en voulez encore et toujours plus, sachez qu'il existe
une extension, l'ère des maîtres du commerce, ou plutôt un standalone où on va retrouver à l'intérieur 6 nouvelles peuplades, donc 6 nouveaux peuples, 6 nouvelles façons de jouer, de commercer, de vendre, d'échanger les objets. Mais il peut se jouer aussi en standalone, c'est-à-dire que dans la boîte il y a déjà un plateau de marché et vous allez pouvoir y jouer même sans la boîte de base. Mais ajoutez celle-là à la boîte principale, vous allez décupler les possibilités car on pourra mettre au maximum que 5 peuplades si vous jouez à 4. Et il y a aussi une véritable extension car elle nécessitera la première ou la deuxième boîte, c'est les castors communs méthodiques qui vont mettre en place donc une nouvelle peuplade beaucoup plus complexe à utiliser et qui va donc nécessiter de bien planifier son jeu car pour activer les cartes, ça va nécessiter de déclencher ou d'être déclenché par d'autres cartes, donc ça sera idéal pour renouveler le jeu. Un deck building intelligent et compétitif. Ouais, je crois que ils avaient vraiment bien raison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été ravi de vous présenter ce jeu car je trouve qu'il le mérite vraiment et nous ici on l'adore énormément. Comme toujours, si ça vous a plu, mettez-moi des pouces, ça me fait plaisir et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je ferai le nécessaire pour vous répondre le plus rapidement possible. Abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait pour être au courant des dernières vidéos que je vais mettre sur la chaîne. Et je vous laisse en compagnie d'autres vidéos que j'ai mis récemment sur la chaîne, des découvertes, des unboxings, des jeux un peu plus experts, des jeux familiaux. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça, ça vous donnera peut-être envie de découvrir des jeux qui vous attireraient pas forcément au premier coup d'œil. En tout cas, j'espère de vous donner envie avec tout ça. Moi sur ce, comme toujours, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.